Bonjour, voici ma présentation sur la guerre du Golfe de 1990 à 1991. Ok, avant la guerre du Golfe, l'Irak était dirigé par Saddam Hussein. Il est, il est un dictateur et il a décidé d'envahir le Koweït. La population irakienne ne voulait pas envahir le Koweït, mais Saddam et ses proches dirigeants, eux, le voulaient. Plusieurs raisons expliquent pourquoi Saddam décide d'envahir. D'abord, l'Irak sort d'une guerre de 8 ans contre l'Iran, et cette guerre a fait plus d'1 million de morts, détruit l'économie, laissé le pays avec d'énormes dettes, et des dettes surtout envers le Koweït et l'Arabie saoudite. Saddam demande au Koweït d'effacer la dette, mais le Koweït refuse. Ensuite, il y a les tensions liées au pétrole. Le Koweït possède d'immenses réserves et augmente sa production, ce qui fait baisser les prix et affaiblir encore plus. Ensuite, il y a les tensions liées au pétrole. Le Koweït possède d'immenses réserves de pétrole. En plus, le gisement de pétrole souterrain est partagé entre les deux pays, mais la partie la plus facile à exploiter se trouve du côté du Koweït. Alors l'Irak accuse le Koweït de voler son pétrole, même si l'Irak n'exploite pas vraiment cette source de pétrole. Saddam avance aussi un argument historique, genre. Il prétend que le Koweït faisait autrefois partie de l'Irak, mais c'est faux et ce sont des mensonges qu'il diffuse à la population pour justifier l'invasion. Enfin, le Koweït possède une position stratégique avec un accès direct au golfe Persique. Est bien plus grand, cet accès-là est bien plus grand que celui que l'Irak a. Et c'est essentiel pour le commerce et les exportations de pétrole, ouais. Pour Saddam, toutes ces raisons combinées rendent l'invasion nécessaire. Le 2 août 1990, l'Irak envoie environ 100 000 soldats et 300 chars sur le Koweït. L'attaque est rapide, massive et sans avertissement. En 2 jours, l'Irak installe un nouveau gouvernement, prend le contrôle des réserves de pétrole, coupe les communications et place des troupes partout dans le pays. Dans les premières semaines, environ 400 000 civils fuient le Koweït, soit genre 19% de sa population. Le même jour, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit. Il adopte la résolution 660, qui condamne l'invasion et exige le retrait des troupes irakiennes. L'objectif est d'éviter un autre combat pour libérer le pays, au lieu, genre, ils veulent le faire avec la diplomatie au lieu. Mais Saddam ignore complètement les demandes. L'ONU adopte ensuite la résolution 661, qui impose un embargo total sur l'Irak. Alors, plus aucun pays n'est supposé faire du commerce avec l'Irak, et cela veut aussi dire plus d'exportation des ressources de pétrole qu'ils ont pris. L'idée est de faire pression sans utiliser la force. Puis, il vient la résolution 665, qui autorise les forces navales internationales à intercepter n'importe quel navire irakien pour empêcher l'Irak d'essayer de contourner l'embargo. Finalement, la résolution 678 donne un ultimatum à l'Irak. Si l'Irak ne quitte pas le Koweït avant le 15 janvier 1991, l'ONU va utiliser la force pour reprendre le Koweït. Saddam refuse, alors l'opération Tempête du désert commence. Pendant les 38 jours de cette opération, la coalition internationale bombarde les infrastructures militaires irakiennes. Après les 38 jours, une offensive terrestre est lancée. L'armée irakienne est très affaiblie et désorganisée, alors elle ne peut pas résister et le Koweït est libéré. Maintenant pour les conséquences. Après la guerre, l'Irak est complètement affaibli. Son armée est presque détruite et son économie est en ruine. L'embargo de l'ONU reste en place, même après la récupération du Koweït, ce qui aggrave encore plus la situation. En se retirant du Koweït, l'armée irakienne incendie plus de 600 puits de pétrole, ce qui provoque une catastrophe écologique environnementale quand même majeure. Saddam reste au pouvoir encore pendant 12 ans,
Il réprime sa population, écrase les révoltes kurdes et schistes et maintient un régime autoritaire brutal. Mais il finit par être capturé en 2003 et exécuté 3 ans plus tard pour crimes contre l'humanité. Un autre effet important est le syndrome de la guerre du Golfe. C'est une maladie chronique qui touche de nombreux soldats qui ont participé au conflit. Ils souffrent de fatigue extrême, de douleurs, de troubles cognitifs, de problèmes immunitaires et un paquet d'autres problèmes de santé. Les causes exactes, elles ne sont pas confirmées, mais plusieurs recherches pointent vers l'exposition à des produits toxiques qu'ils ont utilisés pendant la guerre. Pour les comparaisons, avant la guerre, l'Irak était affaibli militairement et économiquement, mais restait une puissance régionale importante. À la fin du conflit, l'Irak est complètement détruit sur les plans militaires et économiques. Il perd toute son influence dans la région. On peut comparer cette situation à la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine récemment. Dans ce cas, le Conseil de sécurité de l'ONU ne peut pas agir à cause du veto russe qui a été implémenté. L'ONU peut donc ni condamner officiellement l'invasion, ni autoriser une coalition militaire comme en 1990. La Russie dispose aussi d'une puissance militaire beaucoup plus grande que l'Irak, d'alliés stratégiques et d'armes nucléaires. Le résultat, c'est que le conflit dure beaucoup plus longtemps et reste non résolu. Cette comparaison montre que mener une invasion dans le monde moderne est extrêmement difficile et coûte énormément de ressources, même pour une grande puissance. Elle montre aussi que lorsque l'ONU peut intervenir, comme en 1990, un conflit peut être réglé rapidement, alors que quand elle est bloquée par un veto, la guerre peut On peut aussi comparer le Koweït en 1990 avec le Koweït d'aujourd'hui. En 1990, le pays est envahi, ses infrastructures sont détruites et plus de 600 puits de pétrole sont incendiés. Aujourd'hui, le Koweït est redevenu un pays stable, riche et entièrement reconstruit grâce à ses revenus pétroliers et à l'aide internationale comme l'ONU. Il a aussi un haut PIB par habitant. Cette comparaison montre qu'un pays peut se relever rapidement d'une invasion si la communauté internationale intervient efficacement et si les ressources économiques sont présentes. Elle montre aussi que les conséquences d'une guerre peuvent être que temporaires lorsque les conditions de reconstruction sont favorables. Après la libération du Koweït, une première piste d'action aurait été de retirer Saddam Hussein du pouvoir. Le laisser en place a permis au régime de continuer à réprimer sa population et à plonger le pays dans l'instabilité pendant 12 ans. Les avantages, c'est que ça met fin à son régime autoritaire violent, ça empêche la répression contre les Kurdes et les chiites qui essaient de se rebeller contre le gouvernement, et ça permet d'installer un nouveau gouvernement plus stable. Par contre, les désavantages sont que l'ONU aurait dû rester longtemps dans le pays pour stabiliser le pays, et la population irakienne aurait pu percevoir cela comme une occupation étrangère et peut-être se rebeller. La deuxième piste d'action aurait été de prévenir la guerre par la diplomatie avant l'invasion. En fait, les tensions économiques, la dette, les accusations de vol de pétrole et la crise économique rendaient le conflit assez prévisible. Des interactions internationales à propos de cette tension auraient pu forcer l'Irak et le Koweït à négocier au lieu de s'attaquer. Les avantages, c'est que ça aurait pu empêcher l'invasion et éviter des milliers de morts et de dommages. Et cela coûte beaucoup moins cher que l'intervention militaire qui a été apportée pendant la guerre au Koweït. Par contre, les désavantages auraient été que Saddam aurait pu refuser de coopérer et que le Koweït ne voulait pas effacer sa dette irakienne. Et c'est la fin. Merci d'avoir été obligé de regarder mon projet que j'ai
passé du temps à faire. Ouais. Et voici toutes les sources que j'ai utilisées pour faire mon projet.